Nous allons voir comment est-ce que l'on va faire pour pouvoir se connecter à une instance SQL Server, restaurer un entrepôt de données sur l'instance SQL Server, et puis réaliser quelques requêtes SQL à partir de l'entrepôt de données que nous avons restauré. La première chose à faire, c'est bien évidemment de lancer votre instance Switch Engine. Une fois que l'instance est lancée et est up, vous allez pouvoir vous connecter avec le bureau à distance. Et puis, on va commencer par utiliser l'outil de gestion des bases de données de SQL Server. Et cet outil s'appelle SQL Server Management Studio, abrégé SSMS. Et donc, on va pouvoir chercher SSMS. Nous avons bien Microsoft SQL Server Management Studio. Voilà, alors dans la fenêtre de connexion qui s'ouvre, nous pouvons choisir le type de serveur. Le premier, bien évidemment, Database Engine, c'est le serveur SQL, donc le serveur, la base de données relationnelle qui tourne sur SQL Server. Ensuite, nous avons Analysis Services, nous l'avons vu l'année passée, c'est le serveur dimensionnel, donc le serveur OLAP de Microsoft SQL Server. Nous allons nous y connecter dans quelques semaines. Et ensuite, nous avons deux types de serveurs qui nous permettent de faire de l'automatisation. Reporting Services, pour tout ce qui est gestion automatisée des rapports, et Integration Services, pour tout ce qui est processus ETL, que nous allons bien sûr également utiliser. Azure, c'est si on va utiliser Azure derrière. Deuxième chose, le Data Server Name, on peut se connecter à n'importe quelle instance, donc local ou remote. Donc vous pouvez vous connecter typiquement en installant SQL Server Management Studio sur votre propre machine, et puis vous connecter à votre serveur Azure à distance, pour autant bien évidemment que vous ayez ouvert les ports de firewall correspondants. Si vous avez des problèmes de connexion parce que vous avez changé le nom de votre serveur quand vous l'avez installé, le plus simple en fait ici, c'est de mettre localhost dans server name. Comme ça, vous êtes sûr que vous vous connectez avec cette instance-là. Si vous avez changé le nom, ou bien vous mettez localhost, ou bien vous mettez le nom de l'instance que vous avez tapé quand vous avez créé votre machine. On utilise l'authentification Windows et on va pouvoir se connecter à cette instance-là. Donc, nous sommes maintenant connectés à l'instance sur localhost de Database Engine. Et nous avons les différents éléments. Nous avons les bases de données, la sécurité, et puis tout un tas d'éléments de gestion. Ce qui va nous intéresser principalement durant ce semestre, ce sont les bases de données et puis la partie sécurité, puisque c'est là que nous allons pouvoir définir les droits pour les différents utilisateurs. Donc voilà, nous sommes arrivés, nous avons la base. Première chose que nous allons faire, c'est de restaurer notre entrepôt de données. Pour ça, vous avez à disposition sur CyberLearn, dans la première leçon, dans le labo, vous avez un lien sur base de données MediaZone DWH à restaurer. Et donc, vous allez télécharger ce fichier-là sur votre machine. Donc, connectez-vous à CyberLearn. Et puis, à partir du browser, vous avez Chrome qui est installé sur la machine. Et puis, téléchargez ce fichier de données-là. Une fois que le fichier est téléchargé, on peut l'ouvrir dans son dossier. Voilà, il est forcément dans les downloads. Et puis, on peut fermer Chrome, nous n'en plus en aura besoin tout de suite. Voilà, donc pour restaurer une base de données, on va cliquer sur Databases, donc c'est l'ensemble des bases de données de notre serveur. Et puis, on fait un clic droit pour pouvoir faire Restore Database. Donc, ça va nous permettre de restaurer une base de données. Et donc, le fichier que vous avez reçu, c'est une base de données, l'entrepôt de données de cette société, qui a été backupé. Et puis maintenant, ce que nous allons faire, c'est le restaurer. Dans le programme pour la restauration, on a la possibilité de définir la source. Ça peut être ou bien une base de données, ou bien un device, c'est-à-dire un fichier sur un disque. Donc on va choisir un fichier sur un disque. Et puis, pour savoir où le mettre, le plus simple à faire, c'est d'ouvrir la fenêtre, de copier le lien, et puis de déplacer notre fichier au bon endroit. Donc, nous faisons simplement Add. Ici en haut, vous avez le chemin complet. Vous voyez, il est tout au fond d'architecture, dans SQL Server, etc. Et puis, on va ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Voilà, et on va copier notre lien. Et donc, on est dans le répertoire Programme File, SQL Server, SQL Server 14, MS SQL Backup. Et bien évidemment, ces chemins vont changer à chaque nouvelle release de SQL Server.
vous aurez un chemin qui sera un petit peu différent. Et donc maintenant qu'on a identifié le bon chemin, on va simplement copier notre base de données dedans. Voilà, donc j'ai bien Mediazone DWH qui se trouve dans CPC, Program Files, SQL Server 14, MS SQL, Backup. Et donc maintenant qu'il est là, il sera accessible avec l'outil. C'est une mesure de sécurité en fait, puisque les utilisateurs n'ont pas le droit d'accéder, il n'y a que les admins qui ont accès à ce répertoire-là, ce qui fait que ça évite bien évidemment la possibilité de mettre des données qui seraient préjudiciables. Voilà, on cancel, on recommence, et puis le fichier est apparu, on peut le sélectionner. Voilà, on fait OK, et donc il calcule tout, identifie notre base de données, identifie le nom du serveur, etc. On peut faire OK, et il va procéder à la restauration de nos données. Voilà, il a terminé. Un petit message, et puis directement on s'aperçoit qu'ici à gauche dans la fenêtre, dans les bases de données, on a maintenant une base de données qui s'appelle Mediazone DWH. Donc la restauration s'est bien passée, notre base de données est maintenant à disposition sur le serveur. Maintenant nous allons voir ce qui se trouve dans cette base de données, et puis on va voir comment est-ce qu'on peut faire des requêtes pour commencer à parcourir notre entrepôt. Donc on va étendre l'arborescence. Nous avons 3 éléments qui vont nous intéresser principalement au début. Ce sont les diagrammes. Donc pour l'instant, on a un diagramme dedans, les tables, et puis par la suite, les vues quand nous ferons des vues. Pour l'instant, il n'y a pas de vue dans le système. Donc voilà, donc le plus simple, c'est de commencer par le diagramme. Le diagramme, c'est forcément le schéma de la base de données. Donc on fait un double-clic pour l'ouvrir. Si vous avez des problèmes d'affichage parce qu'il n'est pas tout à fait bien centré, etc., vous pouvez faire un clic droit, zoom, et puis to fit. Comme ça, il adapte directement à la taille de la fenêtre qui est ouverte. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette base de données? Alors, j'espère que vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on a vu dans le cours cockpit d'entreprise. On a des tables de faits, des tables de dimensions. Je vous rappelle, la table de faits, c'est la table qui se trouve au centre, qui enregistre en fait toutes les activités, tous les outputs des processus. Et puis les dimensions, ce sont tous les axes qui vont nous permettre de faire l'analyse de ces faits. Il y a un axe bien particulier qu'on a toujours dans les entrepôts de données, c'est la dimension temps. On la voit, elle est là. Elle est assez grande, cette dimension temps, puisqu'on a énormément d'attributs qui sont générés par SQL Server quand on la génère. Donc elle a déjà été générée pour nous. Donc on a bien sûr les années, les semestres, les trimestres, les mois, etc. etc. On va l'utiliser après en détail quand on fera notre cube. Mais si vous vous rappelez l'année passée, justement, quand on crée le cube pour toutes les hiérarchies, il faut qu'on ait assez d'attributs à disposition. Nous avons à côté de ça 2 tables de faits. On a une table de faits des commandes. Donc chaque fois qu'un client de Mediazone passe une commande, nous avons un fait, une ligne dans cette table de commande. Cette table de commande, vous pouvez voir dans le descriptif du modèle, on a un numéro de commande, un client, une date de commande, une date d'envoi, un entrepôt, une devise, le nombre de produits, la quantité, le montant total, et puis comment est-ce que ça a été envoyé. On a une deuxième table de faits, c'est la table de faits vente produit, et donc en gros c'est chaque ligne d'une commande qui va se retrouver ici. On a de nouveau bien évidemment le numéro de commande, le client, la date de commande, l'entrepôt, et puis on a des nouveaux champs, le produit, le type de produit, et puis la quantité, le prix et le prix hors taxe. Donc voilà, ça c'est nos 2 tables de faits. Donc on a une entreprise tout à fait standard qui fait de la vente, on a des commandes et des lignes de commande qui s'appellent ici fait commande et fait vente produit. Et puis on a les dimensions qui sont autour. On a une dimension produit, bien évidemment, qui ont les produits qui vont être vendus à travers cette table de fait vente produit. On a des types de produits, on verra, c'est une dimension un peu particulière puisqu'elle a une hiérarchie intégrée à elle-même. Donc on a un parent ID pour chacun des types pour pouvoir avoir en fait différents niveaux dans les hiérarchies. On l'a vu aussi l'année passée dans le cours cockpit. Et puis on a des autres tables, entrepôt, devise, client, et puis on a une table géographie en fait qui est liée à client et à entrepôt, à devise pour savoir quelle devise. Donc en fait, pour un client donné, on sait où il habite, pour un entrepôt, on sait où il habite, et puis en fonction d'où il habite, on va pouvoir identifier quelle devise il va utiliser. Donc voilà, c'est un modèle finalement assez simple, et on retrouve ce modèle ici à gauche avec nos tables de dimensions qui s'appellent DIM, client, devise, entrepôt, géographie, produit, temps, type de produit, et 2 tables de faits, fait commande, fait vente produit.
Alors ça, c'est notre entrepôt de départ. On va commencer à travailler dessus, et puis au fur et à mesure du semestre, on va l'agrandir avec de nouveaux attributs, avec de nouvelles dimensions, avec de nouveaux faits. Première chose que nous allons faire, nous allons voir qu'est-ce que nous avons comme données dans ces commandes. Donc on va faire un clic droit sur commande, et on va faire une requête standard des 1000 premières lignes. Ce qui est pratique avec ça, c'est qu'il nous sélectionne tous les champs à disposition. Comme ça, on peut directement voir cette base de données. On a deux requêtes qui sont en fait prédéfinies dans SQL Server. Ce sont les 1000 premières lignes à voir, ou bien l'édition des 200 premières lignes. Forcément, dans un entrepôt de données, on n'a pas vraiment d'intérêt à le modifier, mais par exemple, les 1000 premières lignes à voir, c'est pas mal. Donc on voit bien qu'on a des numéros de commande, on a des ID de clients, on a des dates de commande, on a des dates d'envoi, on a un ID d'un entrepôt, des devises, le nombre d'articles qui ont été commandés avec cette commande-là, le montant total, et puis qui s'est chargé de faire l'expédition. Donc c'est des transporteurs, des compagnies. On reconnaît FedEx, DHL, Swiss Post, en fait, qui sont les trois principaux... non, les quatre, pardon, il y a encore UPS ici, voilà. Les quatre principaux entreprises de transport avec qui Mediazone travaille. Voilà, donc on a une première vision. Donc la première chose qui pourrait nous intéresser, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme date dans notre entrepôt de données. C'est toujours quelque chose qui est pratique. Si on a commencé en faisant un Select 1000, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a tous les champs. Donc on va directement pouvoir simplement retravailler là-dedans. Et on va prendre le min de order date. Donc c'est la plus petite date de commande qu'on a. Et puis on va sélectionner la même chose, le max de order date. Hop, order date. Bon, on n'autocomplete pas trop. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ça nous suffit. Voilà, on efface tout ça. Donc avec ça, on va simplement voir la date minimum, la date maximum, qui nous donnera en fait le range qu'on a à disposition. Depuis Mediazone DataWash, DBO fait commande. Une fois qu'une base de données est ouverte, vous n'avez pas besoin systématiquement de rentrer le nom de la base de données. Mais on le verra après dans la requête. Pour exécuter la requête, vous pouvez soit cliquer sur le petit bouton exécute, soit taper sur F5. Voilà, et donc en bas, dans l'affichage, on a les résultats. Vous avez toujours tout en jaune en bas l'exécution. Donc elle s'est exécutée correctement. Et puis si c'est une requête qui dure longtemps, on verra combien de lignes dans cette base de données, ben, vous aurez le timer ici en bas à droite qui va avancer, donc il vous dira qu'il est en train de se passer quelque chose, qu'il ne faut pas paniquer. Voilà, donc en fait on a deux colonnes, on leur a pas donné d'alias, pas très grave, on sait exactement quelles sont les deux colonnes qui sont là. Donc la première commande en fait a été faite le 29 du 12 2017, et la dernière commande a été faite aujourd'hui, le 16 septembre 2020. Donc voilà, ça nous donne le range de dates qu'on a à disposition. Donc c'est des dates, en gros, l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020 jusqu'à aujourd'hui, qui sont cet entrepôt-là. Donc on a 2 ans, un peu plus que 2 ans et demi de données à disposition. On va savoir combien est-ce qu'on a de commandes. Donc la même chose, on peut faire un count cette fois, pour savoir combien est-ce que j'ai de données. On peut le faire sur un des champs ou sur étoile, c'est égal. On est déjà un, ça va plus vite de le modifier. Voilà, et donc on a 447 443 commandes dans l'entrepôt. Donc c'est un entrepôt qui est assez conséquent, on a pas mal de données. C'est intéressant, ça va nous permettre de faire un peu plein d'analyses différentes. Par contre, on va se rendre compte assez vite, quand on va commencer à faire des transformations de ces données, à charger, etc., qu'il va falloir faire un petit peu attention, parce que selon quoi ça peut vite prendre du temps, voire beaucoup de temps. Donc il faudra qu'on réfléchisse un petit peu en amont, on ne peut pas simplement tester n'importe quelle requête. Alors requête oui, mais n'importe quel update, transformation, etc., selon quoi ça va prendre un temps certain. Donc voilà, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est en train de se passer là-dedans. Maintenant on va créer une nouvelle requête pour explorer un petit peu ce qui se passe dans Fait Vente Produit. Donc, plutôt que de commencer à partir d'une requête déjà toute prête, on va commencer avec une requête vierge. Et donc, on va cliquer ici en haut simplement sur New Query. Donc, il va nous ouvrir simplement une nouvelle fenêtre SQL dans laquelle on va pouvoir créer notre query from scratch. Même chose, on aimerait savoir combien est-ce qu'on a de ventes dans notre table. Donc, on s'intéresse à notre table de vente ici. On peut naviguer pour voir quelles sont les colonnes qui sont à disposition dans cette table. Et puis, on peut taper notre requête.
Chrome. Et puis là, maintenant, on va simplement tirer la base de données ici derrière, la table, pardon, et puis il va nous le faire directement. Voilà, maintenant on peut lancer notre requête avec F5.